Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on se retrouve aujourd'hui pour notre 13e édition de la revue hebdomadaire du menu crowdfunding dans lequel on passe en revue tous les projets de jeux de société actuellement en financement participatif. Et cette semaine, on est parti sur du lourd. On va essayer quand même de faire plus court que la semaine passée, ce qui devrait théoriquement pas être trop difficile. Mais je vous promets rien parce que là, on est encore sur une grosse semaine avec beaucoup de nouveaux projets sortis, plus tous les projets qui sont encore en campagne depuis la semaine précédente. Donc, on se lance directement, c'est parti. Pour ceux d'entre vous qui suivez notre chaîne depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, vous avez l'habitude, on fait notre petit point hebdomadaire sur l'évolution de la chaîne. Ça ne sert pas à grand-chose compte tenu du concept de ce menu crowdfunding, mais c'est toujours fun à faire. Et donc, cette semaine, joli petit résultat. On est remonté un petit peu au niveau des vues malgré les vacances. Je ne pensais pas que ce serait possible avant septembre. Mais bon, c'est bon signe. Et puis également 12 nouveaux abonnés cette semaine, ce qui, je crois, constitue notre record depuis la création de la chaîne. Donc, yay! 86 abonnés désormais. Si la semaine prochaine, on fait presque la même chose, on devrait presque atteindre les 100 abonnés. Ce serait beau. Bon, pas de foire aux questions avant les 1000, hein, ne déconnons pas non plus. Allez, cette fois-ci, on part véritablement sur le menu crowdfunding de la semaine avec, vous avez l'habitude maintenant, les 4 catégories habituelles, à savoir les projets annulés, le suivi de projets déjà présentés les semaines précédentes, ensuite quelques mentions honorables parmi les nouveaux projets de la semaine, puis enfin une dernière partie un petit peu plus conséquente où on entre plus dans les détails sur les nouveaux projets véritablement intéressants à mes yeux bien entendu. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Subjectif. Allez, on est parti pour 1h30, 2 heures de vidéo. C'est parti. Premier projet et unique projet annulé cette semaine, il s'agit de Limbo Eternal War que je vous avais présenté il y a de ça à peu près 2 semaines. Limbo Eternal avait un gros objectif de financement, il faut bien le dire. Hein. Malgré 746 backers, on était encore à 70 000 dollars australiens du seuil de financement fixé par les créateurs. Donc, ils ont décidé d'annuler la campagne et de la relancer le mois prochain. Donc, ce sera une absence assez courte puisqu'on les retrouvera dans à peu près un mois avec une nouvelle campagne légèrement revue, pour être un peu plus sexy, j'imagine. On enchaîne directement avec le suivi des projets des semaines passées. Et le premier projet du suivi cette semaine, il s'agit de Synchronize, présenté la semaine dernière. Campagne assez courte, mais financement déjà atteint. On était à 160 backers la semaine dernière. On est désormais à 183 backers pour ce petit jeu de natation synchronisée qui se base sur un mécanisme de memory en équipe. Second projet du suivi, il s'agit de Rider, projet présenté il y a 3 semaines. Rider fait du surplace. Il était à 52 il y a 2 semaines, 51 la semaine passée, il est revenu à 53. Pas de grosse nouveauté pour ce petit jeu de deck building de 2 à 8 joueurs à la direction artistique assez... On continue avec Oros, qui était notre coup de cœur d'il y a 2 semaines. Un jeu très intéressant, un projet vraiment rondement mené. En plus, c'est un premier projet pour Esk Games, donc un très joli résultat, puisque la semaine dernière, on était à 2450. On est désormais à 3122 backers, et vous voyez que j'ai résisté à la tentation. Pour l'instant, je n'ai pas backé, malgré que ce soit un petit coup de cœur de mon côté. Alors, on va peut-être rapidement, comme c'est un des coups de cœur, aller voir ce qu'il y a de nouveau parmi les éventuels stretch goals que voici. Alors, ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière. D'accord, on a débloqué les plateaux de joueurs individuels à double épaisseur, ce qui est toujours un gros plus. Ça se voit de plus en plus et c'est une bonne chose. Et le prochain à 200 000 dollars devrait être le UV Spot, qui est une amélioration de matériel sur la carte principale et aussi sur le circuit de ascension, comme il s'appelle ça. Ok. Ensuite, on aura éventuellement quelques stretch goals à l'intérieur de la boîte, donc une impression à l'intérieur de la boîte, et puis quelques variations de mise en place ajoutées à la règle du jeu. Pourquoi pas.
Donc, une bien belle campagne pour Oros. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par une présentation plus en détail, la vidéo d'il y a 2 semaines est là pour ça, puisque il y a 2 semaines, c'était le coup de cœur du menu crowdfunding. Et donc, je l'avais présenté assez en longueur. On continue avec Bantam West. Et Bantam West, c'est une toute autre histoire. Après un très joli début, on avait fait quoi, 1500, 1600 en une seule semaine. On était à 1820, je crois, il y a 2 semaines, puis 1850, si je ne m'abuse, la semaine passée. On a encore timidement pris 30 nouveaux backers pour atteindre 1883, mais la première semaine était vraiment le coup de départ et le coup de semonce est vite passé. Et maintenant, on est vraiment sur une campagne à un rythme assez mollasson. Ça se traîne un petit peu. Et du coup, on est assez loin d'obtenir finalement la version française que l'on avait vue la semaine dernière à 300 000 $, si je ne m'abuse. Et vous voyez qu'ils ont revu maintenant d'ailleurs les stretch goals de manière bien plus, comment dirais-je, visuelle. C'est bien mieux présenté, ça donne plus envie, mais peut-être un peu tard malheureusement. En même temps, le projet est financé assez largement, donc ce serait dommage pour eux certainement de le relancer, hein, de l'annuler pour revenir plus tard. Mais il aurait fallu que ce soit une présentation comme ça dès le début, c'est beaucoup plus parlant. Dommage, mais bon, c'est bien d'y avoir pensé quand même avant la fin. Et donc, pour rappel, la version française est disponible à partir de 300 000 $, si je me souviens bien. Ah, ils ont changé les stretch goals. D'accord, donc la version française était théoriquement le premier stretch goal gold à 300 000 $. Ils ont visiblement décalé un petit peu le tout. Et le français n'est plus présenté ici. Par contre, ici, on a un petit détail des contributeurs nécessaires pour pouvoir éventuellement procéder à une traduction totale du jeu. On est assez loin, on est à 195 000 $, il en faudrait 300 000 pour atteindre une version française totale. Et en plus de ça, on n'a que 32 backers en France, même s'ils auraient pu aussi intégrer la Belgique, Québec, mais c'est un peu plus difficile vu que c'est dans le Canada. Bref, ça manque un petit peu de détails, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. Et malheureusement, on est en droit de se dire qu'on n'aura pas de version française pour cette fois en tout cas. Donc voilà, un peu dommage. Bantam West aura fait un joli début, mais une fin assez peu convaincante. Et Spire's End, en revanche, c'est un très joli succès et chaque semaine, on prend entre plus 1000 et plus 500. Donc, vraiment une belle campagne, malgré, je crois me souvenir, l'absence de stretch goal dans la campagne. Ouais, pas de stretch goal. Si, un petit peu, si c'est vrai. Je me souviens maintenant, j'ai dit la même chose la semaine dernière. Alors que si, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas énormes, hein, ils ne sont pas vraiment énormes. Quelques cartes, on va une carte par une carte. C'est pas franchement quelque chose de très conséquent, d'autant plus qu'on n'a pas franchi de palier supplémentaire depuis la semaine passée. On était déjà ici, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, pas de nouveau stretch goal, mais malgré tout, une très jolie campagne, puisque Spire's End, présenté il y a 3 semaines, pour rappel, hein, pour ceux qui voudraient aller voir la vidéo plus détaillée du gameplay, etc. Spire's End était à 4600 la semaine passée, ils sont désormais à 5350, donc une très belle évolution semaine après semaine. Présenté il y a 3 semaines également, Tellmore, qui n'est pas disponible en Europe, donc de toute façon, pas de nécessité de faire une présentation vraiment en long, en large et en travers. On était à 404 contributeurs, maintenant 416, donc petite campagne financée, ceci dit, pour ce petit RPG accompagné d'une appli. On ne le présente plus, hein, Architects of the West Kingdom, donc les architectes du royaume de l'Ouest. On était la semaine passée à 3840 contributeurs, on est à 4757 contributeurs désormais, donc un joli bond, presque plus 1000 en une semaine. Rappelons tout de même que Garfield Games, donc l'éditeur lui-même, l'annonce d'entrée de jeu. La campagne n'apporte rien de particulier, rien d'exclusif en comparaison avec la version boutique qui sortira donc à l'avenir, si ce n'est que vous recevrez le jeu un peu plus tôt. Donc, pas d'intérêt vraiment à aller acquérir le jeu via la campagne Kickstarter, d'autant plus que si vous attendez la sortie en magasin, vous ne paierez pas de frais de port. On continue avec Divinus, le projet français de chez Lucky Duck Games, qui est désormais à 2168 backers. On était à 1725 la semaine passée, donc plus 400 environ.
pour donc ce jeu qu'on a présenté la semaine dernière, assez en longueur. Donc, je vous renvoie vers la semaine passée pour l'avoir plus en détail, pour ce jeu de Legacy, de placement de tuiles. Voilà, avec ajout de petits autocollants, évolution de personnages, de votre demi-dieu avec des nouveaux pouvoirs uniques, avec un peu d'asymétrie qui va se développer au fur et à mesure, et des dés qui vont aussi être modifiés via des stickers, mais un jeu en Legacy qui peut malgré tout être rejoué une fois la campagne terminée, dans un mode qu'ils appellent éternel. Thunder Rolls était à 215 contributeurs la semaine dernière, 327 cette semaine, donc légère augmentation, rien de très folichon non plus, pour ce jeu de NASCAR, que j'ai présenté aussi un peu la semaine passée avec un petit peu donc de programmation d'action avec vos dés que vous répartissez sur différentes pistes, vous procurant diverses actions. Lots, le petit jeu de Roll and Write version Tetris un petit peu. On va prendre un dé pour sa couleur, un dé pour sa forme et l'ajouter pour construire une tour dans notre ville. On était à 160 contributeurs la semaine dernière, 198 cette semaine. Présenté il y a 2 semaines, Dust to Dust est un jeu de deck building. On était à 128 la semaine passée, 150 cette semaine. Un deck building visuellement très agréable à l'œil, vraiment très sympa, qui n'a pas l'air de révolutionner vraiment le genre. Mais bon, au-delà de ça, c'est surtout son prix qui, moi, me fait tiquer un petit peu. Pour avoir plus de détails, je vous renvoie à la vidéo d'il y a 2 semaines. 1671 backers la semaine dernière, 2521, donc belle augmentation pour Earthborn Rangers, qui est un projet assez atypique, présenté la semaine dernière également pour ceux qui voudraient plus de détails, même si on en manque un petit peu, comme je l'avais dit la semaine dernière, pour ce jeu assez unique, mais également assez chéro. Un prix qui s'explique en partie par une philosophie d'entreprise qui s'oriente vers une production neutre en CO2, donc une production nulle en CO2, autant que faire se peut, bien entendu. J'imagine que c'est quasi impossible de ne pas en produire quand on fait un jeu, mais ils ont décidé de prendre cette posture écologique et qui, du coup, augmente largement les prix de production. Donc, évidemment, c'est assez onéreux pour un petit jeu donc, d'open world, donc monde ouvert, d'exploration, avec des illustrations magnifiques, comme je l'avais dit la semaine dernière, mais qui revient à 80$ le pledge de base pour seulement des cartes et quelques jetons par-ci, par-là. Bon, et une carte du monde également, j'avais oublié. 150 pour un gameplay all-in en plus de ça. Donc voilà, donc un jeu assez onéreux, il faut bien l'avouer, mais qui a l'air quand même assez intriguant, même si ça manquait un petit peu de détails concernant le gameplay. Il reste 11 jours pour vous faire une idée et pour eux aussi, peut-être pour nous fournir un peu plus d'informations concernant le gameplay, peut-être une vidéo de gameplay, ça pourrait être assez sympa aussi. Présenté la semaine dernière, pour ceux qui veulent plus de détails, il s'agit de Lumeria, qui était à 278 contributeurs, désormais 318 à 11 jours de la fin de la campagne. Lumeria, qui vient de Pologne, est un projet de jeu qui proposait à 2 joueurs de s'affronter en utilisant un dieu, une divinité d'une civilisation particulière, accompagné des guerriers qui représentent la civilisation de ses croyants. 2 joueurs, 8 ans et plus, 30 à 45 minutes, c'est plutôt une campagne calme. On pourrait espérer un peu mieux de leur part, mais ceci dit, pas de version française, si je me souviens bien. Et l'avantage principal qu'on avait vu aussi, c'est qu'on pouvait choisir un nombre de factions en fonction de votre pledge. Donc, petit rappel, 2 factions pour 25, 4 factions pour 33€, 6 factions pour 40, etc. J'avais expliqué ça un peu plus en détail la semaine passée, donc je vous renvoie encore une fois à la vidéo de la semaine dernière. Get to the checkpoint. Toujours envie de l'appeler Get to the chopper. Ça n'a pas le même punch quand même depuis qu'ils ont changé le titre. 442 contributeurs, ceci dit, la semaine passée. 494, on va bientôt arriver vers les 500 à 11 jours de la fin de la campagne pour ce jeu solo dans lequel vous êtes dans la jungle et vous cherchez la sortie. Après avoir affronté, bien sûr, toute une horde d'ennemis, de pièges, etc. 11 jours avant la fin de la campagne. Également présenté la semaine dernière, Zorro Dice Game avec son extension Stunt and Allies qui a pris 30 contributeurs supplémentaires pour atteindre les 384 contributeurs à 2 semaines de la fin de la campagne. Jeu assez mal noté sur BGG, on était à 6.2, 6.4, j'ai oublié. C'est pas une excellente note, mais bon, peut-être que cette deuxième extension vient ajouter encore un peu plus d'intérêt, de nouvelles mécaniques intéressantes au jeu. J'ai expliqué un petit peu de quoi il s'agissait la semaine passée, donc je vous renvoie un peu plus vers cette vidéo de la semaine passée plutôt que
un nouveau point qui prendrait 5 minutes d'explication, qui allongerait à nouveau une vidéo qui n'a vraiment pas besoin. Donc, allez voir la vidéo de la semaine dernière. En tout cas, à chaque nouvelle extension du jeu, on voit que le nombre d'hackers diminue, alors qu'à chaque nouvelle extension, on propose également le jeu de base. Donc, il y a quand même anguille sous roche. Donc voilà pour Zero Dice Game. Deck Chairs on the Titanic, les chaises longues sur le Titanic, et son thème assez spécial, qui était à 111 backers la semaine dernière, atteint les 170 contributeurs. Le projet n'est pas encore financé, il reste 2 semaines. Ça devrait pouvoir se faire, mais ce n'est pas garanti. The Road, le projet de Youssef Fary et Alone Editions, un projet français, c'est une réédition pour 1000 nouvelles copies du jeu The Road, donc le jeu solo, comme souvent, comme toujours d'ailleurs, chez Alone Editions. On a désormais 370 backers, on était environ à 300 la semaine passée, il reste un peu plus de 2 semaines et le financement n'est pas encore atteint, mais ça devrait pouvoir se faire, le jeu ayant eu une assez bonne réception lorsque les joueurs ont pu mettre les mains dessus. The Lost Code, 250 contributeurs la semaine passée, 315 cette semaine pour ce jeu de déduction qui va vous rappeler des jeux comme Break the Code ou Mastermind pour les plus anciens d'entre vous, mais avec une dimension tactique, un gameplay un peu plus novateur que ces derniers. Pour 2 à 4 joueurs, 60 minutes. Il reste à peu près 3 semaines à la campagne, qui pour l'instant n'est pas encore financé non plus. Hizulu, c'était le petit coup de cœur de la semaine passée, parce que bon, c'est un projet japonais qui réunit ici plusieurs acteurs du monde du jeu de société au Japon, notamment pour les plus connus, Seiji Kanai, qui est à l'origine le créateur de Love Letter, entre autres, mais aussi aux illustrations, on avait Beppu Sai Beppu plutôt en français, qui est l'illustrateur notamment de Aqua Garden, entre autres. Et la page a été renouvelée. Alors, c'était l'un des intérêts principaux d'ailleurs de la campagne que j'ai présentée la semaine dernière. Hein. Si vous allez voir la vidéo de la semaine dernière, vous verrez que la page n'a plus grand-chose de commun visuellement parlant, puisque c'est un projet qui se veut évolutif au fur et à mesure que la campagne se déroule. Et donc, la page change elle-même beaucoup, en même temps que le gameplay, le jeu lui-même, est encore en processus de création. Hizulu a pas mal changé en termes de présentation, c'est beaucoup plus lisible. Donc là, on est clairement sur un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 minutes de gameplay pour 10 ans et plus. On ne sait pas encore très clair, mais ça s'oriente vers un jeu de coopération. Et voilà, c'est quand même parlant, enfin beaucoup plus parlant visuellement. On a plusieurs croquis qui viennent illustrer un petit peu le tout. Voilà quelques visuels un peu plus chatoyants que la semaine passée. Vous avez quelques visuels qui sont certainement définitifs ou quasi définitifs également. Quelques stretch goals qui ont enfin fait leur apparition. Pardon. On aura certainement une impression 3D de Onigashima, donc certainement le territoire du monstre qui aura une impression 3D. On aura des tuiles en double épaisseur. 3 nouvelles cartes, mais bon, tout ça n'est pas encore de toute façon atteint, donc on verra les semaines suivantes. Je confirme également qu'une version française est certainement prévue, puisque Jean-Phi du pion qui coule, du pion qui se noie, pardon, Drowning Pawn en anglais, autre youtubeur qui se situe au Japon, Jean-Phi, si tu nous regardes, est en charge de la traduction. Je me suis perdu dans mes salutations, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc voilà, Jean-Phi que vous voyez ici, Drowning Pawn, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne, il présente des jeux japonais en exclusivité, exclusivement des jeux japonais, quasiment un rythme d'une fois par mois, j'ai l'impression. Voilà pour ce qui est de Hizulu, même si pour l'instant, il reste 20 jours à la campagne et ça va certainement encore changer un petit peu. Le projet, de toute façon, est financé. Projet suivant, Feuding Foodies, qui a fait presque un plus 100 depuis la semaine passée pour atteindre 324 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne. J'aurais pas pensé. 324 backers à 21 jours de la fin pour Feuding Foodies. Le petit jeu de boisson. Et du coup, j'en fous partout, évidemment. Alors,
Not Enough Mana a présenté la semaine passée, mais la semaine passée, il venait de sortir. Hein. Il était au premier jour de la campagne, je crois, à 150 contributeurs. Donc évidemment, là, l'augmentation est énorme, hein. Elle semble énorme. 755 backers, le jeu est désormais financé, comme vous pouvez le voir. Il reste un peu plus de 3 semaines de campagne si vous voulez vous ajouter aux backers déjà mentionnés. Alors, un jeu de boisson, certes, mais avec un vrai gameplay, hein, puisqu'il s'agit d'incarner des magiciens qui vont lancer donc des sorts offensifs ou défensifs. J'avais oublié qu'il y avait une playlist officielle pour le jeu. Donc, des sorts offensifs, des sorts défensifs, j'essaie de retrouver ça, voilà. Des sorts de soutien, donc de guérison également, où vous devrez picoler pour vous guérir notamment. Des malédictions, des artefacts avec des effets différents les uns des autres, et puis des événements qui viennent bouleverser la partie également. Donc voilà pour Not Enough Mana, un petit jeu de boisson qui a l'air assez amusant. C'est un peu le principe, vous me direz, un jeu d'apéritif par les créateurs, petite originalité, de Superhot, qui est un jeu vidéo en réalité virtuelle, pas seulement, mais en partie en réalité virtuelle, un jeu de shoot. Donc rien à voir, si ce n'est qu'on peut également faire des shots. Je passe. Autre petit projet japonais présenté la semaine dernière, il s'agit de Kindly World, ou en version originale, Subite ga chotto zutsu yasashi isekai. On était la semaine passée à 186 contributeurs, désormais 237, donc une évolution assez conséquente vis-à-vis du nombre de backers qu'on peut attendre d'un petit projet japonais de ce genre, jeu de Set Collection, qui sera lui aussi, comme je le rappelle, hein, je l'avais déjà dit la semaine dernière, disponible en version française. Alors les cartes seront en japonais, ce sont juste ici les titres de chacune des cartes, pas leurs effets. Donc ce sera encore en japonais à ce niveau-là, mais ce n'est pas un problème, puisque leurs effets seront l'objet d'une règle en PDF en français. Et sur ce, on se lance dans les nouveaux projets de la semaine avec les mentions honorables. Et la première mention honorable de la semaine, il s'agit de Crossing Fates, un petit projet en provenance de Hong Kong. Déjà 273 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, ce qui me fait penser que ce n'est peut-être pas de cette semaine, mais de la semaine précédente, mais 31 juillet, donc non, c'était bien, enfin, c'était à la limite. C'était à la limite. Peut-être ça a été lancé juste après que la vidéo de la semaine passée soit postée. Je ne sais pas, mais bref, c'est la première fois que je le présente très brièvement, comme toutes les mentions honorables. Petit projet donc de Hong Kong qui a déjà qui a déjà atteint son seuil de financement, pardon. Alors c'est un jeu qui n'a pas véritablement d'intérêt en termes de thématique, puisque tout réside ici dans les mécaniques de jeu. Le thème n'a pas grand intérêt pour être tout à fait honnête. Alors, des illustrations un petit peu typées manga, bon, vous aimez, vous aimez pas, moi, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais j'ai rien contre non plus. Et comme vous pouvez le voir, il va s'agir, enfin, vous pouvez l'imaginer en voyant ces illustrations, pardon, je parle trop vite, comme souvent, de chaînage. On va ici vous montrer quelques exemples. Voilà, vous allez essayer de faire des chaînages de familles de couleurs pour essayer de gagner le plus de points possible à chaque manche. Chaque carte, enfin chaque alignement de cartes par couleur vous fera gagner un point de nombre équivalent. Et puis, vous aurez également des sigles sur le côté de certaines cartes, pas toutes, qui vous permettront d'enclencher certains effets en votre faveur ou en la défaveur de votre adversaire. Un petit jeu qui a un mécanisme assez frais, pas spécialement nouveau, mais assez frais malgré tout, qui a l'air assez efficace, assez sympathique. Ça se joue de manière assez courte, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Ce sont des parties relativement courtes, puisqu'on est sur du 30 à 60 minutes, mais plutôt du 30-45 apparemment. 2 à 4 joueurs, 6 si on prend l'extension qui va avec. On est sur un petit jeu qui coûte 25 $, 40, voilà, 40 si vous prenez en plus la petite extension qui va avec. Voilà, donc rien de très révolutionnaire, mais un jeu n'a pas forcément besoin de l'être pour être un bon jeu, comme dirait Xavier. A raison. Et donc, vous n'aurez pas de règles en français, ça, bon, tenez-vous pour dit, mais moi, je l'aurai en japonais. Mais au choix, je préfère l'apprendre en anglais. C'est plus simple. Ceci dit, pour les frais de port pour l'Union européenne, ce sera entre 19 et 25 $ US, un petit peu moins cher chez nous, à peine. Voilà pour ce qui est donc
de Crossing Fates. Seconde mention honorable de la semaine, il s'agit de Yokai Quest Strikes Back. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un projet japonais, mais ça se base sur un univers japonais avec des miniatures chibi. Alors pour ceux d'entre vous à qui ça rappellerait peut-être quelque chose, c'est normal, puisque Yokai Quest, en fait, c'est comment dirais-je, une redite, une réimpression, une réédition, devrais-je plutôt dire, du jeu d'origine Yokai Quest de chez Zenith Miniatures. Alors, comme vous pouvez le voir, Zenith Miniatures, vous pouvez l'imaginer, c'est une boîte spécialisée dans les miniatures à l'origine, mais qui a également fait quelques petits jeux, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, parmi ces jeux, on avait ici Yokai Quest, il y a quelques années déjà, qui avait fait un assez joli score. D'ailleurs, c'était certainement le plus joli score de la compagnie jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le cas, visiblement. C'est bien ça. Et donc, le jeu revient avec de nouvelles règles refaites, une refonte aussi un petit peu visuelle, quelques nouveautés miniatures, etc. Mais c'est essentiellement au niveau des règles que les nouveautés apparaissent. Alors, c'est un jeu de coopération, un jeu coop dans un univers japonais où on va avoir beaucoup de yokai, donc c'est, comment dirais-je, c'est semi-monstre, semi-divinité, qui vont vous mener à mal. Et comme vous pouvez voir, bien entendu, en provenance d'un studio spécialisé dans les miniatures, c'est très très joli à ce niveau-là. Alors, je vous laisserai découvrir un petit peu ça, mais bon, c'est un jeu de coop avec un petit peu d'escarmouches, de combats, d'aventure, avec un peu d'évolution de personnages également, beaucoup de jets de dés. Vous avez ici un petit listing d'ailleurs des upgrades et des petits tweaks, donc des petites refontes en termes de mécanique et de règles. Et donc avec ici, vous voyez donc les mouvements de héros, le friendly fire, donc le fait de faire mal à vos alliés sans faire exprès bien entendu, la gestion de l'énergie, etc. Donc certaines choses qui ont été refaites en long, en large et en travers. Comment dirais-je, le rythme d'apparition des monstres, etc. a également été revu. Voilà, tout un tas de modifications qui devraient théoriquement améliorer le jeu. Reste à savoir si ce sera le cas ou non. Et quand on voit les figurines peintes, effectivement, ça donne envie. Mais je ne suis pas spécialement adepte des figurines, je ne suis pas du tout peintre, donc pour moi, je passe, d'autant plus que l'univers ne m'attire pas outre mesure, même si les yokai, le Japon, etc., c'est forcément intriguant. C'est à peu près tout pour Yokai Quest Strikes Back. Continuons très brièvement avec Finders Creepers. 69 contributeurs à l'heure actuelle, à 17 jours de la fin de la campagne. On est sur un jeu très très familial, de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus, 15 à 45 minutes. Et comme vous pouvez le voir, ça rappelle méchamment le Monopoly en termes de gameplay, visiblement. Des dés pour avancer sur un plateau avec plusieurs, dans les coins des cases de pièges apparemment. Bon, ça rappelle assez fortement Monopoly, mais je n'ai pas été fouiller plus en avant pour constater les éventuelles différences qui existent très certainement entre le Monopoly et ce jeu-là, d'autant plus que si j'ai bien compris, pour certains modes de jeu, il suffit de faire un seul tour et pour d'autres, deux tours. Bref, c'est pas quelque chose qui moi me vend du rêve, donc je vous avoue que je ne me suis pas penché sur le sujet, d'autant plus qu'il n'y aura pas de version française. Par contre, vous pourrez aussi avoir des peluches si ça vous chante. Voilà pour Finders Creepers. À 17 jours de la fin, vous pouvez aller voir la campagne si ça vous intéresse. Moi, je vous avoue que ce n'est pas le cas et du coup, je n'ai pas fouillé plus que ça. Autre jeu pour lequel je n'ai pas fouillé plus que ça, mais là, ce n'est pas par manque d'intérêt, c'est parce qu'elle est arrivée un petit peu tard. J'enregistre la vidéo un jour plus tôt que d'habitude parce que je suis en vacances et que j'ai quelque chose à faire demain, donc il faut que je l'enregistre maintenant, il faut que je m'occupe du montage, etc. Bref, la campagne est arrivée un petit peu trop tard pour que je me penche véritablement dessus. Donc, je vais regarder un petit peu avec vous. Vous connaissez peut-être déjà Almanac, premier du nom. Ici, on est sur un second épisode, puisque c'est un projet qui nous vient de Colossal Games, assez connu pour les gens qui suivent Kickstarter de manière assez assidue. C'est notamment eux qui avaient produit Reload, un projet français mais mené par Colossal Games il y a quelques temps. On avait aussi Western Legends, bien évidemment. Et donc Almanac, premier du nom de Dragon Road. Et donc, cette fois-ci, on nous revient avec un second épisode intitulé The Crystal Peaks. Alors, la dernière fois, Almanac, il s'agissait avant tout d'un livre, et à chaque nouvelle page, donc, nouveau territoire de jeu, sur lesquels placer des ouvriers. J'en perds mes mots encore une fois.
Et j'imagine que c'est encore une fois une pose d'ouvrier, d'autant que c'est le même auteur, auteur assez connu d'ailleurs, mais j'ai perdu le nom. Est-ce que c'est affiché quelque part d'ailleurs? C'est Scott Arms, si je ne me trompe pas, le papa de la série des Tiny Epic, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est ça, hein. Bref, allons voir rapidement, comme ça, par acquis de conscience, s'il s'agit un peu du même genre de choses. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Écoutez, ce que je vais faire, je vais plutôt présenter ça plus en détail la semaine prochaine, parce que là, ça m'embête un peu de ne pas présenter un jeu qui devrait pouvoir faire un assez joli succès. Donc, je présenterai ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Sachez tout de même, pour ceux d'entre vous qui sont anglophones, que vous pouvez déjà y jouer sur Tabletopia pour le tester et vous faire une première idée. Un petit coup d'œil sur les frais de port. La France est plutôt bien lotie à ce niveau-là. On a les frais de port les plus bas du marché. Donc, ça, c'est plutôt cool, ma foi. Donc, à vous de voir si vous pouvez vous y intéresser un petit peu en anglais. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir la semaine prochaine. Je pense que j'essaierai de présenter ça un peu plus en détail. Tout petit projet également présenté cette semaine, il s'agit de Dino Dodge. Là encore, projet que je ne vais pas présenter en détail, d'autant plus qu'on est sur du 80 backers à l'heure actuelle. Il reste de 20 jours, certes, mais on va entrer un peu dans le ventre mou de la campagne. Donc, l'augmentation des backers va certainement diminuer un petit peu. On est sur un jeu dans lequel vous allez incarner des dinosaures et vous devrez éviter des météorites avec un gameplay relativement simple que je vous laisse un peu découvrir. Vous allez ajouter une météorite, jouer une carte d'action, ensuite aller faire une rotation au niveau des météores, vérifier si les météores sont susceptibles d'atteindre un de vos dinosaures. Et ensuite, vous aurez une dernière chance, je crois, de l'esquiver si possible, si vous en avez l'occasion. Et à chaque fois qu'un dinosaure est frappé par une météorite, il est évidemment éliminé. Donc des parties relativement courtes, un jeu relativement abordable, hein, 25 $. C'est un jeu très familial, là encore, même si je n'ai pas aperçu les mentions d'âge. Ah si, c'est là. 15 à 30 minutes, voilà, pour 8 ans et plus, donc petit jeu de famille. On continue cette fois-ci avec Turf War, qui là aussi est arrivé un petit peu sur le tard. Je n'ai pas pris le temps de regarder. C'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel on va se construire un jardin. Ce n'est pas du deck building, c'est du yard building, donc construction de jardin. Donc, bon, vous allez vous transformer en jardinier, mais j'imagine que c'est quand même du deck building, puisqu'on voyait déjà ici des effets de cartes avec des coups de cartes également. Donc, je pense qu'il s'agit d'un petit deck building pour 2 joueurs, 14 ans et plus, malgré tout. J'aurais pu penser à un jeu familial, mais non, c'est plutôt pas expert, mais un peu avancé, pour 30 minutes. Donc, oui, build, sabotage. On pourra aussi sabotager via des insectes. Sabotager, rien de sabotager. Saboter le jardin de nos adversaires pour remporter la victoire. D'accord, un petit jeu assez simple dans son approche thématique et visuelle, mais qui, malgré tout, pourrait être intéressante à voir si vous êtes fan de deck building. Ceci dit, pas de version française disponible et un jeu qui coûte seulement 15 $. Donc, c'est visiblement une très petite boîte. 15 $ plus le frais de port et les taxes sur la valeur ajoutée qui ne sont apparemment pas incluses dans le prix de base. Pour l'Europe, ce serait pour la France, zone A, oui c'est ça, zone donc A, 10 € à 14 €. Voilà. Pour les Canadiens, un peu moins, 6 $ canadiens. Donc vraiment pas très cher pour le frais de port. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Turf War. Donc combat de jardiniers entre voisins. On continue avec Bug Council of Backyardia et ça va encore avoir une petite connotation jardinerie puisque backyard en anglais c'est aussi le jardin, la cour extérieure. Donc petit jeu qui a l'air japonais mais qui ne l'est pas. Ça vient de Tokyo effectivement, mais c'est Patrick Engro, donc c'est un anglophone situé, basé au Japon, à Tokyo, qui produit ce jeu pour 1 à 5 joueurs, 30 minutes de jeu pour des gens de 10 ans et plus. Ici, on vous présente rapidement ce que c'est que le thème de ce petit jeu de Backyardia, hein, le conseil de Backyardia qui discute de sujets très importants tels que les pique-niques, comment pourrir un pique-nique, et puis aussi, bien entendu,
imposer des nouvelles taxes. Bon, bref. On voit ici qu'il s'agit certainement d'une mécanique de rondelle sur laquelle donc, vous allez placer sur ces différents emplacements des cubes pour obtenir certainement des points de victoire. On voit aussi des cartes et je ne me suis pas penché plus que ça sur le jeu parce que visuellement, il ne m'attire pas outre mesure. Tiens, le tapis est en néoprène. Un tapis de néoprène pour un si petit jeu, pourquoi pas, après tout. Voilà, bon, à voir. Malgré tout, un jeu qui pourrait en intéresser plus d'un, qui a une version japonaise. Donc, au bout d'un moment, peut-être que je m'y intéresserai malgré tout, même si ce n'est pas véritablement japonais. On nous dit ici que c'est un jeu de trick-taking. Donc, trick-taking, c'est des jeux de plis. Donc, il y aurait éventuellement une dimension de jeu de plis. Intéressant. Oui, trick-taking, on le dit en anglais également. D'accord. Donc, ce n'est pas exactement ce que j'aurais pensé. Alors, est-ce que c'est véritablement une stratégie de rondelle ou pas? Je ne sais pas. Je ne vais pas me pencher trop sur le sujet, puisque comme je vous le rappelle à nouveau, je ne l'ai pas rappelé cette semaine, mais je devrais le faire, les mentions honorables, c'est censé être juste une façon de dire ça existe et c'est tout. Donc déjà, je passe un peu trop de temps dessus. Allez, on continue avec cartouche. Alors cartouche, bon, vous le voyez déjà ici, ça va être du polyomino pour 1 à 4 joueurs. On est actuellement à 238 contributeurs, 20 minutes par joueur, donc ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1h20. Petit jeu qui ne vend pas du rêve visuellement. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de polyomino, donc à voir. 39 $. On est à combien pour ce qui est du shipping? Bon, pour l'instant, ils n'ont pas d'idée précise des frais de port. Donc, à suivre dans les semaines qui viennent, peut-être. On aura également l'opportunité d'acquérir en add-on les précédents jeux de la compagnie qui sont plus ou moins tous à 19 $, 14 $, donc tous en dessous de 20 $. Donc, visiblement, c'est une compagnie qui s'est spécialisée dans les jeux à bas prix, même si Cartouche va changer un peu la donne avec ses 39 $. Bref, à voir. Pour ceux d'entre vous qui aiment les polyomino, ça peut être une idée. Par contre, pas de version française. On continue avec Puppeteer, second jeu hongkongais de la journée. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, si vous comprenez un peu l'anglais, il s'agit ici d'élections. On va essayer d'influencer des élections avec un principe de négociation. Ça a l'air d'être relativement intéressant. Après, je ne suis pas spécialement fan des jeux de négociation. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas penché plus que ça sur le jeu, qui vous coûtera, ceci dit, 34 $, voire 47 si vous prenez l'extension Alliance pour aller avec. Pour ce qui est du shipping, ce sera du 10 $ pour l'ensemble de la planète, sauf si vous habitez à Hong Kong, auquel cas c'est gratis. Ah, c'est eux qui avaient fait Hatairo, d'accord. Ok, c'est à peu près tout pour Puppeteer. Et avec Henry's Feast, on part sur un jeu de cuisine indienne, si vous voulez plus de détails. Alors oui, il s'appelle Henry, mais bon, apparemment c'est de la cuisine indienne. Et donc, il s'agit d'un jeu de set collection que vous pouvez jouer de 2 à 5 personnes en compétitif ou 4 personnes pour jouer en 2 contre 2. Vous pouvez y jouer donc en équipe ou en chacun pour sa peau de 2 à 5 joueurs. Pour 8 ans et plus, j'ai oublié la liaison ici, pour une complexité médium et environ 25 minutes de jeu par personne, soit 1h15 en moyenne, si j'en crois la campagne. Il s'agit donc, comme je l'ai dit, de set collection. Donc, vous allez essayer d'acquérir différents ingrédients pour composer des recettes et donc satisfaire Henry. On est actuellement à 39 backers à 24 jours de la fin. C'est un début assez moyen. Ça devrait théoriquement pas financer, en tout cas pas cette fois. À suivre. On continue avec Plant-Based Riot, donc la révolte des légumes. Bon. La semaine dernière, on avait déjà Feuding Foodies. On repart sur des ingrédients, des aliments, avec cette fois-ci Plant-Based Riot, qui nous propose un jeu de bluff, déduction, un peu de take that, pour 2 à 5 joueurs. Voilà, 8 ans et plus, donc assez familial. 98 cartes dans le paquet et 20 minutes de jeu environ, donc jeu d'apéritif assez facile à prendre en main visiblement. Par contre, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cet engouement soudain pour les jeux de cartes qui, comment dirais-je, utilisent des légumes anthropomorphes comme ça.
pas très bien l'intérêt, mais bon, après tout, à la limite, si elles avaient une fonction un peu raccord avec leur nature propre, ça pourrait être drôle, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Les frais de port, on est sur du 9 livres pour ce qui est de l'Union européenne, donc 10-12 euros pour les gens qui sont en France ou en Belgique, etc. Le jeu coûtera 20 livres, donc en gros 23, 24, 25 euros selon le taux de change. Voilà pour Plant-Based Riot. Petit projet que j'ai découvert il y a, je sais pas, il y a combien de temps j'ai lancé la vidéo? Eh bien, prenez le nom, la durée de vidéo que vous avez déjà visionnée aujourd'hui et ajoutez 5 minutes, parce que j'ai découvert ce jeu littéralement 5 minutes avant le début de la revue de cette semaine. Il s'agit de Storytelling in Hollywood. Et pourquoi je l'ai inclus comme ça à l'arrache? Mais parce que c'est un projet français qui nous vient de Lyon, malgré le titre anglophone. Alors, c'est déjà présenté ici comme un jeu d'improvisation à identité cachée, un jeu d'ambiance, d'amusement ludique, création, imagination, cinéma. Donc le thème du cinéma est assez présent visiblement. Jeu de 15 minutes apparemment pour 4 à 8 joueurs, donc jeu d'ambiance théoriquement, et 12 ans et plus. Alors donc, de quoi s'agit-il dans ce petit jeu de Xavier Maréchal? Alors d'abord, petite salutation à Xavier Maréchal et à l'équipe de Midnight Genius, puisque la page principale est en français. Et au-delà de ça, on a quand même une page en anglais pour ceux intéressés, mais si vous êtes francophone et que vous regardez cette vidéo, a priori, ce n'est pas le cas. Alors, donc, jeu d'improvisation à identité cachée. Alors, pour 15 minutes, on l'a déjà dit, 4 à 8 personnes, j'ai déjà dit, 12 ans et plus. Et alors, deuxième petit chapeau bas à l'équipe de Midnight Games, si c'est ça, oui, Midnight Genius, pardon, c'est que le jeu est fabriqué en France. C'est très généreux de votre part. Alors, peut-être que ça va augmenter un peu le prix du jeu. À voir. Mais c'est fait en France. Et ça, c'est classe. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous aurez chacun un rôle qui pourrait être celui d'un scénariste. La majorité d'entre vous seront des scénaristes. Et un touriste qui va se glisser dans l'équipe et qui, du coup, va un peu pourrir le scénar, quoi, qui ne va pas forcément aider, bien au contraire. Alors donc, on va désigner, enfin, on va pas désigner, on va donner à chaque personne un rôle caché, bien évidemment. Il va être donc soit un scénariste qui doit donc obligatoirement insérer dans le scénario l'inspiration définie sur sa carte. Donc tous ensemble, une inspiration différente, chacun devra donner la sienne, enfin intégrer la sienne au scénario global, donc de l'équipe tout entière. Et puis un touriste qui lui va glisser des mots, glisser 2 mots parmi les 3 qui figurent sur sa carte pour bien venir un peu pourrir le scénario, même s'il y a une possibilité que ça ne pourrisse pas le scénario au final. D'ailleurs, j'imagine qu'il va falloir le faire de toute façon assez discretos pour ne pas se faire remarquer comme étant le touriste. J'imagine que c'est l'intérêt du jeu. Alors, ensuite, on a une phase de création donc, en équipe. Un vote pour essayer, j'imagine, de désigner le touriste, donc le traître, entre guillemets, un peu à la façon d'un insider. Et ensuite, on désigne, on vérifie si c'est une victoire ou un échec. Donc, si le touriste est viré, les scénaristes l'emportent parce qu'ils ont réussi à trouver qui était le touriste. Et si le scénariste est viré, enfin, si un scénariste parmi l'équipe est viré, alors c'est le touriste qui l'emporte. Donc, de ce point de vue-là, ça rappelle un petit peu Insider dans un gameplay assez différent, puisqu'il s'agit beaucoup ici de création de groupe. Alors, on a déjà 40 cartes de synopsis avec des illustrations plutôt très sympas, ma foi. C'est plutôt très bien présenté. Donc, les cartes rôle, les cartes d'inspiration donc pour les scénaristes et pour le touriste, sachant que c'est sur les mêmes cartes. Ça dépendra du rôle qui sera distribué au début de partie, mais si vous êtes scénariste, vous regarderez la partie haute. Si vous êtes touriste, vous regarderez la partie basse. Un jeton scénariste en chef, etc. etc. Alors, voilà. L'édition standard du jeu est à 18 €, un peu moins cher qu'en magasin si un jour il y a une sortie en magasin. Donc finalement, ce n'est pas très cher pour un jeu qui est made in France quand même. C'est plutôt à saluer. Tout en carton pour 20 €. Quelle est la différence? C'est également une édition standard. Est-ce qu'il y a une question de early bird que je n'aurais pas vue? Oui, c'est ça, d'accord. Bon, il aurait peut-être fallu le mentionner de manière un peu plus évidente. Il y a un early bird à 18 €, mais c'est limité à 100 personnes. 4 backers, il en reste 96. Vous aurez encore le temps certainement d'ici
le moment où la vidéo sera postée en ligne pour éventuellement prendre le Early Bird. Tout en carton qui est la version de base, mais sans le Early Bird, est à 2 € de plus. Il y a une édition tapis rouge à 30 €, un petit peu plus cher, avec jetons et figurines en plastique. D'accord. Édition box office à 90 €, mais qui est en fait 5 copies du jeu. Et Maman, je suis dans le jeu, 250 €, c'est un peu plus conséquent, parce que vous pouvez simplement avoir une carte scénariste à votre effigie, et ça c'est toujours assez sympatoche. C'est vraiment pour soutenir le projet plus qu'autre chose, parce que ça n'a pas d'intérêt en termes de gameplay. Voilà pour Storytelling in Hollywood. Bon, pour l'instant, il reste 25 jours à la campagne, à uniquement 24 petits backers, d'autant qu'en plus, ils se sont fixés un objectif assez conséquent de 40 000 €, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est... Non, Midnight Genius, c'est leur premier projet. Le premier projet, 40 000 €, c'est un objectif de financement assez élevé, mais si vous voulez faire du Made in France, en même temps, c'est peut-être aussi une des raisons qui pousse à fixer un seuil de financement assez élevé d'entrée de jeu. Donc, on espère que le projet décolle un petit peu plus dans les jours à venir. Pour ceux d'entre vous qui aiment les jeux d'improvisation, d'identité cachée et d'ambiance, ça peut être assez fun. Autre petit projet, Titans of Eden plutôt en anglais. Alors, c'est un deck building qui se présente comme un deck building assez innovant. À voir si c'est véritablement le cas ou non, mais en tout cas, ça se veut innovant, ça vient, selon les dires de l'auteur, gommer certains défauts que l'on retrouve très souvent chez les jeux de deck building. Alors ici, par exemple, d'entrée de jeu, on nous dit que la plupart des jeux de deck building peuvent ressembler en quelque sorte à une course en solo vers la ligne d'arrivée. Et que ce n'est pas le cas, bien évidemment, dans Titans of Eden. J'ai rarement eu tellement cette impression sur les quelques deck building auxquels j'ai pu jouer. C'est un mécanisme dont je ne suis pas le plus gros fan de notre groupe. J'aime bien ça, mais c'est plutôt Xavier qui en est fan. Mais les quelques-uns auxquels j'ai pu jouer, j'ai pas eu la sensation que c'était un solo, enfin que je jouais en solo sans véritable interaction avec mes adversaires. Donc, bon, je pars sur un a priori un petit peu négatif de ça, sur cette première phrase dans laquelle il vient juste bâcher les autres jeux plutôt que de vendre le sien. Mais bon, passons. Premier petit point sur le visuel, c'est pas vilain, c'est pas très joli non plus. Enfin, disons que les illustrations sont plutôt satisfaisantes. Les cartes en elles-mêmes n'ont pas l'air magnifiques. Ça rappelle très clairement du Magic. Je ne crois pas avoir vu que le jeu était disponible actuellement sur Tabletop Simulator ou autre application du genre. Quoique ici, on a un online demo. Si, on peut essayer le jeu. On peut essayer le jeu, mais ce n'est pas sur TTS. C'est sur un site conçu à cette fin. Voilà, bon, des illustrations assez jolies, quand même, mine de rien. C'est juste les cartes, le design global des cartes qui est un peu moins convaincant, mais les illustrations sont plutôt jolies. Donc voilà pour ce deck building qui est déjà à 216 contributeurs. Mais ceci dit, on est à un objectif de financement de 45 000 $ pour un premier projet. Oui, pour un premier projet, ce n'est pas forcément un objectif facilement atteignable. À voir. Le jeu, lui, coûte 45 $ pour sa version Kickstarter ou 10 $ si vous voulez jouer en print and play. Dernier petit projet, non, il en reste deux, pardon. Avant-dernier petit projet, Dust Biters, donc les gens qui mordent la poussière, en gros. Alors, ici, on part sur un univers à la Mad Max, donc post-apocalyptique. D'ailleurs, vous allez voir qu'au niveau du design, c'est véritablement du Mad Max. Alors, c'est pour 2 joueurs, 15 minutes, et ça contient uniquement 21 cartes. Donc, de ce point de vue-là, c'est très simple, et ça va s'apparenter à un mécanisme qui rappellera un petit peu Oriflamme. Donc, j'imagine que vous connaissez Oriflamme, qui a gagné plusieurs prix à sa sortie. Ici, il va s'agir de placer une série de cartes de véhicules, et chacun des véhicules va avoir une action, une fonction qui lui est propre en fonction de la position que vous allez lui accorder dans la série de véhicules. Donc, selon où une carte est placée, elle va avoir un effet différent. Alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas ralentir ces gifs pour voir un peu les effets en question, ce qui est un petit peu dommage. Il n'y a pas d'exemple de carte, donc je ne pourrais pas vous en dire un peu plus là-dessus. Bref, sachez toutefois qu'en fin de partie, il y a aussi une tempête de poussière qui arrive par derrière
et qui aura un impact assez conséquent sur la partie également. Voilà pour Dust Biters, et c'était l'avant-dernier jeu des mentions honorables. Le dernier, c'est Chili Mafia, un jeu pour 2 à 8 personnes. Et encore une fois, on part sur des légumes, enfin des piments ici. Donc le petit jeu de 10 ans et plus, 2 à 8 joueurs, 20 à 40 minutes. On est sur un jeu plutôt familial, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de chance comparativement avec la stratégie, et un jeu qui se veut assez énergique. Un jeu d'ambiance, quoi. Avec un pledge de base à 25 $, un pledge augmenté à 35 avec une petite extension de 50 cartes supplémentaires par rapport aux 150 de base, et une version Hell on Earth, l'enfer sur Terre, à 79 $, qui vient inclure les 2 pledges précédents, plus de nouvelles cartes de Chili Mafia, des stickers, la version print and play, un playmat, etc. Pour ce qui est du jeu, Adam Singer, qui est le créateur de la chaîne YouTube Shaftflutter, vient nous dire que ça rappelle un petit peu Unstable Unicorns et Exploding Kittens. Donc bon, pour ceux d'entre vous qui connaissent le second, plutôt que le premier, j'imagine, qui est moins connu, vous aurez déjà une petite idée du jeu. Sauf que là, il nous dit que c'est bien mieux conçu. Donc, pour ceux qui aimaient Exploding Kittens, apparemment, c'est encore bien mieux. Alors, c'est un jeu de set collection et de Take That. Bon, Take That, vous pouviez déjà l'imaginer avec Exploding Kittens, évidemment, avec donc des piments qui vont se mettre sur la tronche les uns des autres. Rien de très spécial à ce niveau-là, mais apparemment, c'est très, très bien conçu. Je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Peut-être une version française à venir, à suivre dans les semaines à venir. Ensuite, vous pouvez également y jouer sur Tabletop Simulator pour tester et vous faire une idée. Les frais de port pour l'Union européenne, on est à 17 $ pour les 2 premiers pledges et 20 pour le plus gros qui ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le Ghana, c'est un petit peu moins cher, 14 $. Voilà pour ce qui est de Chili Mafia, petit jeu d'ambiance. Et enfin, on passe au projet de la semaine, présenté en détail cette fois. Et le premier projet présenté cette semaine, eh bien, il s'agit de Green Hell, The Board Game. Alors pourquoi cette mention The Board Game? Puisqu'il s'agit pour un premier projet de chez Galactus Games d'un portage en provenance d'un jeu vidéo du même nom. Jeu qui était, il me semble, sur PC, PS4, si je me souviens bien. Je n'y ai pas joué. Sachez tout de même que d'entrée de jeu, on a une version française, c'est acté. Donc, vous pouvez y aller si vous êtes fan de jeux de survie, bien évidemment. Green Hell, vous pourriez déjà l'imaginer, hein, vous allez être plongé dans la jungle amazonienne avec 4 explorateurs qui sont partis en mission de sauvetage et qui vont donc affronter tous les dangers que vous pouvez imaginer dans cet enfer vert. Il s'agit ici d'un jeu de survie en coopération, en campagne également, mais des campagnes qui ne sont pas des campagnes legacy, donc qui sont totalement rejouables. Simplement, vous aurez différents scénarios. 35 heures de campagne, 1 à 4 joueurs. Vous pouvez donc bien évidemment y jouer en solitaire. Alors, petit point, là, vous avez une tour de dés évidemment qui est disponible pour les backers Day One. Mais bon, ça c'est déjà passé, mais ceci reste disponible en add-on si vous la désirez. 16 ans et plus, un 4 joueurs, 60 minutes environ. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir ici, d'un jeu d'exploration avec différentes tuiles que l'on va retourner. Ça ressemble de ce côté-là un petit peu à Subterra, sauf que j'ai l'impression que les tuiles sont déjà placées au début de la partie et ce n'est pas vous qui allez les ajouter au fur et à mesure en faisant votre chemin. Donc, bien évidemment, grosse modularité, puisque vous ne savez pas au début de la partie quelles sont les tuiles placées, qu'est-ce qui se trouve en dessous. Vous allez devoir vous faire un chemin à travers votre exploration. Vous allez donc devoir vous déplacer sur la carte, ensuite explorer et interagir avec les lieux et les différents monstres, adversaires, etc. qui se trouveront sur les tuiles en question. Ensuite, vous devrez aller chercher et, comment dirais-je, harvest, cueillir, disons. C'est pas cueillir, c'est récolter, pardon, récolter de la nourriture, de l'eau et d'autres ressources pour survivre un jour de plus, ne serait-ce qu'un jour de plus. Et c'est à ce niveau-là que ça devient très intéressant. C'est que, comme vous pouvez le voir, vous allez assembler les dés les uns avec les autres pour former différentes figures qui vous permettront d'associer ça à des ressources. Et ensuite,
vous voyez qu'il y a aussi un système qui est un peu plus mis en avant dans le Craft and Build. Vous allez, avec les objets que vous allez placer dans votre sac à dos sous forme de polyomino, donc il faudra agencer votre sac à dos de manière optimale pour, comment dirais-je, pouvoir y stocker un maximum de ressources. Et ensuite, à partir de ces ressources, vous pourrez crafter des objets, comme ici avec un ossement, des bois et des branchages. Vous pourrez construire une sorte de masse, j'imagine. Bref, un système de craft et de stockage de votre matériel assez innovant de ce point de vue-là. Ensuite, il y aura bien évidemment de pelleté de jets de dés, hein, vous pouvez l'imaginer. Voilà pour Green Hell, qui a l'air d'être un jeu de coop survie relativement ordinaire dans sa thématique, dans une grande partie de son gameplay également, mais qui propose par-ci par-là quelques innovations en termes de gameplay qui ne sont pas intéressantes au niveau du craft et du rangement, du stockage des ressources façon polyomino à la Tetris. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Alors, ceci dit, vous avez pu le voir, malgré les déjà 4 ou 5 jours de campagne, on n'est entre guillemets que à 509 backers à 17 jours de la fin de la campagne, ce qui peut sembler être relativement peu, et ça s'explique en partie, je pense, peut-être en grande partie d'ailleurs, par un prix un petit peu boosté aux hormones. Et c'est là qu'arrive le drame. Je n'ai pas vu passer le prix, donc on va aller directement ici. Alors, le prix, vous le voyez ici, le pledge de base est pour moi à 10 000 yens, ce qui chez vous doit équivaloir à 80 euros. 80 euros, ce n'est pas phénoménal, mais pour un petit jeu de survie, certes en campagne, avec beaucoup de matériel, 4 figurines, ça fait un poil cher. On pourrait certainement espérer, pour ce type de jeu et ce type de matériel, un jeu à 65 euros, par exemple, ce ne serait pas spécialement abusé, mais là, on tape dans les 80, c'est un petit peu chéro quand même. À voir ce que les stretch goals pourront débloquer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de débloqué, il n'y a peut-être même rien du tout a priori. Donc voilà, à voir. Il y a aussi un pledge un peu plus conséquent qui va aller chatouiller les 90-95 euros environ pour quoi de plus? Ah d'accord. Le pledge de tout à l'heure à 80 euros environ, c'était avec des standees, alors que pour environ 95 euros, ce sera avec des miniatures. Donc si vous voulez les miniatures, c'est encore un petit peu plus cher. On va presque toucher les 100 euros. Je crois qu'on touche les 100 euros sur ce pledge pour donc 4 miniatures en plus du matériel habituel. Donc un petit peu cher quand même, hein, soyons honnêtes. Après, c'est le retail, on s'en fiche. Bon, pour les frais de port pour l'Europe avec la France. Où est la France? Ici. Pour la France, on est à 20 euros de frais de port, ce qui est aussi, bon, vu le prix du jeu, c'est à peu près conséquent, enfin, c'est à peu près normal. Je ne pourrais pas m'attendre à tellement moins vu la quantité de matériel dedans, ça paraît assez logique, mais c'est vrai que le prix du jeu en lui-même est assez élevé et c'est certainement ça qui rend les gens un petit peu réticents à backer pour le moment en tout cas. Bon, après 509 backers en quelques jours, ce n'est pas non plus rien pour, je le rappelle, une compagnie pour qui c'est le premier projet. Voilà pour Green Hell, the board game. Autre projet de la semaine, Excavation Earth, It Belongs in a Museum. Autrement dit, l'extension, la deuxième, je crois, extension de Excavation Earth, jeu de David Turczi, entre autres. Ils sont plusieurs sur le projet, mais l'extension ici, It Belongs in a Museum, est une extension par David Turczi. 1180 backers déjà à 18 jours de la fin de la campagne. Alors, c'est une extension qui vient ajouter deux nouvelles races aliens à celles déjà rencontrées dans le jeu de base. Également, de nouveaux artefacts, de nouvelles cartes de technologie cette fois, un tout nouveau plateau de musée qui va s'ajouter au plateau de base, et puis également donc, de nouvelles façons de scorer. Donc ça aussi, un peu plus de profondeur, un peu plus de rejouabilité pour un jeu déjà plutôt apprécié qui se joue de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, 30 minutes par joueur. Avec évidemment un mode solo, sachant que pour une fois, ce n'est pas David Turczi qui a fait ce mode solo, alors que c'est son jeu. C'est un expert des jeux, enfin pas des jeux, mais des variantes solo pour beaucoup d'autres auteurs. Mais par contre, quand c'est son propre jeu, il demande à un autre auteur de faire son mode solo. Assez étrange. Alors donc, je vous rappelle rapidement, il va falloir
voyager à travers la planète Terre, qui est désormais totalement désolée. Et en fait, ce sont des aliens qui vont venir y chercher des objets, comment dirais-je, qui ont traversé les âges malgré la disparition de l'espèce humaine, des reliques de l'humanité. Voici le mot que je cherchais. Donc, ils vont aller creuser, chercher des reliques. Ensuite, ils vont se vendre les uns aux autres ces différentes reliques qu'ils auront trouvées au préalable. Ensuite, ils vont parfois également envoyer des représentants à leur vaisseau mère pour influencer la politique globale de domination sur la Terre. Et puis ensuite, grâce à cette nouvelle expansion, vous allez aussi construire une galerie dans votre musée de reliques terrestres. Voilà, donc quelques ajouts avec ce plateau donc, de musée, avec l'exposition que vous allez pouvoir organiser. Vous avez de nouvelles façons de gagner des points, de scorer à travers cette nouvelle extension. Voilà, c'est à peu près tout. On a bien évidemment une version Tabletopia, une version Tabletop Simulator pour ceux d'entre vous qui voudraient essayer le jeu avec son extension, j'imagine. En tout cas, le jeu de base y est pour sûr, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la chance d'essayer le jeu de base, ce qui est mon cas, même si le jeu ne m'intéresse pas outre mesure, même si c'est du David Turczi, ce qui est plutôt en général un gage de qualité. Alors, what's in the box? Qu'est-ce qui est dans la boîte? Bon, on l'a déjà vu, hein, deux nouvelles races, des nouveaux meeples, plein de cubes bien évidemment, le plateau de musée qui est double épaisseur, des cartes de technologie, ensuite des cartes pour votre exposition, des artefacts terrestres, enfin des nouveaux artefacts, des nouvelles missions, j'ai l'impression, et des nouvelles cartes pour le solo. D'accord, donc c'est à peu près tout. Après, ça, c'est la boîte de base. Donc, voilà pour l'extension It Belongs in a Museum, sachant que vous pouvez aussi, à travers cette campagne, acquérir le jeu de base et la première extension. Alors, pour les niveaux de pledge, pour ceux d'entre vous qui ont déjà la totale et qui voulaient simplement l'extension, il vous en coûtera $30. Et en plus de ça, vous aurez la pièce de métal de valeur 100 qui est exclusive au Kickstarter. Pour ceux d'entre vous qui voudraient le jeu de base plus cette extension, ce sera $75. Et si vous voulez la totale, donc le jeu de base plus la première extension plus la seconde, alors à ce moment-là, il vous en coûtera $110 et vous aurez toute la collection des pièces en métal qui, en plus de ça, sont vraiment magnifiques. Vous pouvez les voir ici, elles sont superbes. J'ai rarement vu des pièces de métal aussi jolies dans un jeu. C'est à peu près tout. Vous avez des add-ons, rien de très intéressant. On va filer directement. Les pièces sont quand même très très belles. On file directement quand même sur le shipping. Petit détour sur Why Back Now. J'aime bien en général quand il y a une catégorie pourquoi backer. Alors pour avoir dans cette pièce de valeur 100, ok, bon, on n'est qu'une pièce, c'est pas forcément énorme. Vous pourrez avoir une remise jusqu'à 33% selon le pledge auquel vous souscrivez, et puis aussi pour soutenir l'éditeur. Bon, rien de très original. Pour le shipping, selon votre niveau de pledge, au Canada, ça pourra osciller entre $17 et $27. En Europe, pour la France et le Benelux, donc c'est la zone A, entre 14 et $22. Donc relativement abordable, même si à choisir, je n'orienterai pas trop un pledge vers le custodian, donc seulement l'extension, puisque 30$ l'extension plus 14€ en termes de valeur pure, c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Ça vous revient à $45 l'extension. Autant attendre éventuellement la sortie en magasin, ou si vous n'avez pas encore le jeu, là c'est un peu plus intéressant, peut-être d'aller chercher un pledge un peu plus conséquent pour économiser un peu sur les frais de port. Après, si vous êtes en France, en Belgique ou dans ces coins-là, vous pourriez aussi recourir à un pledge de groupe, ce que généralement on ne peut pas tellement faire nous ici. Voilà pour Excavation Earth. It belongs in a museum. Allez, on continue avec Dragon Bond, Lords of Valhalla. Et il y a beaucoup à dire sur ce jeu, qui a déjà accumulé 1105 backers à 20 jours de la fin de la campagne, en provenance du Mexique et de Draco Studios, qui est un éditeur qui est plutôt habitué généralement à produire des miniatures de dragons. Son nom va avec ce concept, même s'il a déjà produit un jeu qui s'appelait War for Chicken Island.
et donc généralement qui fait beaucoup de miniatures. Il a fait aussi un RPG Eldritch Century. Et maintenant, ils mettent à disposition leur talent de créateur de figurines pour Dragon Bond, dans lequel vous en retrouvez plusieurs qui sont tout à fait magnifiques. Alors, beaucoup de choses à dire, je disais tout à l'heure, sur ce jeu. La première, c'est que c'est un des projets les plus intéressants en termes de pledge de base que j'ai vu depuis plusieurs mois. Le pledge de base est vraiment très intéressant, on va y revenir par la suite. D'abord, de quoi s'agit-il? Alors, Lords of Valhalla, il s'agit essentiellement d'un jeu qui se place dans un univers un peu de epic fantasy, comme vous pouvez l'imaginer, avec des dragons, sur une carte du monde que vous voyez un petit peu ici. Et dans ce jeu, vous allez pouvoir incarner soit un dragon, soit un général. Le dragon qui va essayer d'utiliser sa force brute, ses pouvoirs destructeurs pour dominer ses adversaires, ou un général qui va plutôt utiliser de stratégies, de ruses pour dominer ses adversaires, encore une fois. Sachant qu'en cours de partie, c'est un jeu compétitif, en cours de partie, vous aurez également la possibilité d'établir un Dragon Bond, d'où le titre du jeu. Il s'agit en fait d'établir un lien entre un général et un dragon qui va les unir. Et à partir du moment où ce lien se fait, le jeu devient, en tout cas pour les deux joueurs concernés, un jeu de semi-coop, un jeu de coop en fait. Un jeu qui est compétitif à l'origine, mais qui peut devenir un jeu coop pour une partie des joueurs en tout cas, puisque une fois qu'un lien est établi, vous jouerez ensemble pour atteindre l'objectif commun de la victoire. Sachant que vous devrez atteindre 10 points de victoire lorsque vous jouez seul contre tous, enfin pas seul contre tous, mais chacun pour soi, mais en revanche, vous devrez en atteindre 15 si vous jouez en duo, donc après avoir établi un lien entre un dragon et un général, puisque l'obtention des points est facilitée par ce lien, donc il vous faut en obtenir un peu plus, bien évidemment. Voilà. Autre point intéressant, vous aurez une version en français. Et donc, tous les composants du jeu seront imprimés en français, d'office. Donc ça, c'est quand même plutôt une excellente nouvelle pour ceux d'entre vous que le jeu serait susceptible d'intéresser. Autre point très intéressant également, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure à propos du niveau de pledge de base hyper intéressant, c'est qu'on vous propose une extension d'une valeur de $30 offerte avec le pledge de base. Donc cette extension est incluse gratuitement dès le niveau de base de pledge, et elle contient son lot de miniatures toutes très joliment réalisées. Cette extension, d'ailleurs, au passage, s'appelle Armies of Blood and Dreams. Sachant qu'en plus de ça, elle va inclure donc toutes ces miniatures et également tous les stretch goals de la campagne. Et comme c'est noté ici, cette extension, donc Armies of Blood and Dreams, peut devenir un jeu à part entière, un standalone à part entière, si suffisamment de stretch goals sont déverrouillés. Donc, autrement dit, au fur et à mesure que l'on va déverrouiller différents stretch goals dans la campagne, eh bien, cette extension peut être amenée à devenir un jeu quasiment à part entière, qui pourra toujours être ajouté au jeu de base, mais qui pourra être joué tel quel, sans le jeu de base apparemment. Et ça, c'est quand même un gros plus. Donc, en quelque sorte, selon le niveau de stretch goal atteint, on pourra presque avoir deux jeux, dont un gratuit. C'est quand même assez énorme. Bon, ce sera le même jeu avec quelques petites différences certainement de gameplay, d'asymétrie, mais quand même, l'offre de base est vraiment très convaincante. Je rappelle que c'est $49 le jeu de base, plus $30 offerts pour cette extension qui contiendra tous les stretch goals. Voilà, vous avez quelques aperçus des miniatures qui sont toutes véritablement magnifiques, surtout quand elles sont peintes, évidemment. Elles ne viendront pas pré-peintes, hein, sachez-le. Il y aura un mode solo également, j'ai oublié de le dire. Où est-ce que je pourrais le retrouver, ce petit mode solo? Petit point aussi sur Tabletopia, vous pouvez essayer le jeu d'ores et déjà sur Tabletopia gratuitement. Vous avez ici un aperçu d'un dragon avec son plateau individuel, avec ses pouvoirs qui lui sont propres, puisque le jeu est asymétrique. Un autre dragon, un général, un autre général. Les miniatures toujours aussi jolies, même quand elles ne sont pas peintes. La carte du monde que vous essaierez de dominer. Voilà pour le pledge de base. Et en plus de ça, donc les stretch goals qui vont venir s'ajouter à ça. On en a déjà quelques-uns, 4, qui sont déjà débloqués.
Et en plus de cela, vous aurez l'opportunité d'aller ajouter une autre extension qui est celle-ci, voire même une troisième extension qui est celle-là. Alors, par contre, les noms sont un peu très petits quand même. Legends of Valerna et Creatures of Valerna. Donc, deux extensions qui vont rajouter encore plus de miniatures et de nouveaux personnages qui sont certainement des monstres, j'ai l'impression. Un autre pledge, encore une fois, avec une miniature énorme, gargantuesque, à peindre, ça va être un plaisir. J'avoue que je ne peins pas, donc ça ne m'intéresse pas outre mesure. On a encore un pledge supplémentaire à 320. C'est un des points faibles, c'est que bon, le niveau de pledge de base est génial. 49 $ plus les 30 offerts, donc 49 $ pour un très joli jeu déjà. Par contre, si on veut tout, si on veut se faire plaisir, prendre toutes les super miniatures, voilà, il y en a encore 3 énormes, là par contre, ça peut commencer à douiller très sévèrement. Il faut savoir un peu ce qu'on veut. Si vous voulez vous contenter du jeu, vous aurez déjà largement de quoi faire pour 49 $, ce qui est quand même plutôt abordable. Au-delà de ça, il me semble également me souvenir, voilà, encore, je me coupe parce qu'on a un peu plus de détails sur chacune des extensions qui est ici. Hein. Les détails se trouvent un peu plus bas de la page, mais les illustrations, les miniatures sont toutes magnifiques. Je vous laisse déguster un petit peu tout ça. Jabba the Hutt. Et on va passer directement maintenant au frais de port. Alors, pour le pledge de base, donc selon moi le plus intéressant financièrement parlant, c'est 18 € de frais de port. Donc 18 que vous ajoutez au 49, ça vous emmène vers du 67 $, tout compris, ce qui n'est pas vraiment fou, hein, c'est pas très onéreux pour le contenu qui va certainement s'y trouver. Pour nous, au Japon, ce serait quand même 34, donc beaucoup plus cher. Bon, je ne comptais pas me l'offrir, mais c'est vrai que c'est une raison supplémentaire pour ne pas y aller. Pour ceux qui sont au Canada, c'est un tout petit peu plus cher qu'en Europe, 21, avec peut-être possibilité de négocier si vous estimez que c'est trop cher dans votre région. Donc voilà, un jeu qui, ceci dit, mériterait d'être un petit peu plus détaillé dans son gameplay. Comment utiliser les généraux, comment utiliser les dragons, comment sont-ils différents les uns des autres. Là, sur la seule page de la campagne, ça manque un petit peu de détails à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, ça a l'air d'être un jeu très prometteur avec une valeur de base, de pledge de base, vraiment très très intéressante. Voilà pour Dragon Band, Lords of Valhalla. Il reste environ 3 semaines, 1105 backers à l'heure actuelle. Autre gros projet de la semaine, cette fois-ci sur GameFound et non sur Kickstarter, il s'agit de Legend Academy, qui nous vient de Eldorado Games et de l'auteur Daniel Aronson, qui avait notamment fait Eldorado Games en même temps. On est actuellement à 1800 backers à 24 jours de la fin de la campagne, donc le projet est déjà financé assez largement. Et il s'agit ici d'incarner plusieurs personnages de contes et fables à travers le monde. Ici, vous voyez ici d'ailleurs le chaperon rouge, Robin Hood, Robin des Bois. Il y aura également Alice au Pays des Merveilles et Paul, qui est un personnage d'un conte américain, donc assez peu connu dans nos contrées à nous. Y aura-t-il plus de personnages à l'avenir dans une extension? Peut-être. À voir. Pour l'instant, ce sont les 4 seuls personnages que vous aurez à contrôler. Ceci dit, petit point intéressant, ces 4 personnages, qui théoriquement ne sont pas dans les mêmes contes, se retrouvent ici ensemble dans le même univers pour la simple et bonne raison que la thématique est assez intéressante. Elle vous propose d'incarner ces 4 jeunes héros de contes à l'époque où leur histoire n'a pas encore débuté. En fait, ils sont dans cette académie des légendes, cette académie des héros qui forment des futurs héros de contes et qui donc vont se former, vont évoluer au fur et à mesure d'une campagne. Alors, en compétitif, parfois semi-coop, vous pourrez vous entraider, mais aider un autre personnage vous donnera des points supplémentaires qui vous permettront peut-être de le dépasser en termes de résultats. Donc au final, aider les autres a un intérêt personnel également.
Donc, qu'est-ce que c'est en termes de jeu? Eh bien, vous le voyez ici, vous aurez différentes cartes, pour l'instant 4 si je me souviens bien, qui vous proposeront toutes d'aller explorer d'autres contes, d'autres fictions, comme ici le monde de Gulliver, avec des missions propres à chacune des pages, à chacun des univers que vous allez visiter. Et dans chacun de ces univers, donc, vous aurez différentes missions à accomplir, seul ou avec l'aide de vos partenaires, même si s'ils vous aident, vous leur donnerez des points supplémentaires pour qu'ils l'emportent sur vous. Donc, à réfléchir. Vous aurez 4 personnages qui seront très asymétriques, avec une façon de jouer et une façon de s'orienter, d'évoluer avec votre expérience qui sera propre à chacun des personnages. Et également du deck building. Vous allez acheter de nouvelles cartes au fur et à mesure de votre évolution. Et comme vous pouvez déjà l'entrevoir un petit peu ici, il y aura une mécanique de card crafting. Vous connaissez déjà ça, l'un des principaux auteurs qui utilise ce mécanisme est John D. Clare, si je me souviens bien, que vous connaissez peut-être pour Mystic Veil, entre autres. Donc vous allez avoir une carte de base dans une sleeve, une pochette, et dans cette pochette, vous allez ajouter une, deux, trois autres cartes qui viennent ajouter de nouvelles compétences, de nouvelles capacités à chacune de ces cartes. Alors, Why Back Now? Toujours cette catégorie que j'adore voir dans les campagnes parce que c'est beaucoup plus facile à présenter. D'abord, 30% de ristourne, entre guillemets, sur le prix du jeu en magasin si vous le backez maintenant. Quelques exclusivités de stretch goals. Et par contre, une petite contradiction, ou pas forcément une contradiction, mais un point qui mériterait d'être plus détaillé. C'est que pour l'instant, ils n'ont pas de projet défini de lancer le jeu en magasin. Et pour autant, on vous parle d'exclusivité. Donc, quelles exclusivités s'il n'y a pas de sortie en magasin? Pour l'instant, ils n'ont pas le projet de sortir en magasin. S'ils le font, les exclusivités ne sortiront pas en magasin. J'imagine que c'est ça que ça veut dire, mais pour l'instant, on n'a pas de sortie magasin prévue. Donc, le point principal d'intérêt, c'est cette ristourne de 30%, qui de toute façon est un petit peu annulée via les frais de port. En partie seulement parce qu'on va voir qu'il y a une méthode de commande groupée assez intéressante à ce niveau. Alors, 2 niveaux de pledge pour le moment. L'édition Deluxe à 69$ au lieu de 99, et un niveau de pledge supplémentaire qui en fait est celui dont je vais vous parler tout à l'heure, 4 jeux, 4 Deluxe Edition, puisque pour l'instant il n'y a que la Deluxe de toute façon, qui vous permet d'économiser beaucoup en frais de port, comme c'est mentionné ici. Ensuite, les stretch goals, on en a pour l'instant débloqué 6. On aura d'ailleurs du wash, donc ce petit effet de couleur sur les miniatures qui ne seront pas peintes, mais auront un effet d'ombre. C'est un effet qui est assez régulièrement utilisé sur les miniatures depuis quelques années. Après, le reste, pour l'instant, c'est pas mal d'augmentation pas d'augmentation, mais d'upgrade de matériel, comme les plateaux double épaisseur, la finition au lin sur les cartes, mais également 2 mini-extensions, dont une en solo ou à 2 joueurs, gratuite, et une autre extension gratuite qui va être sujette à un vote des contributeurs, donc à suivre. On nous parle ici d'un jeu extrêmement rejouable, une forte rejouabilité, de progression, de personnalisation de vos personnages assez poussée via le tech tree, l'arbre d'évolution de chacun des personnages, via le crafting de cartes, donc la création de cartes avec les pochettes qu'on va ajouter au fur et à mesure, et cet élément de deck building également. Beaucoup d'asymétrie pour ceux qui aiment, j'en fais partie. Des tours explosifs et tendus, et des combos, toujours plus de combos, avec apparemment, si j'en crois les critiques que j'ai pu lire ou regarder ces derniers jours, des combos qui viennent casser les mécaniques, les règles du jeu, mais dans le bon sens du terme. Beaucoup de combos qui semblent un peu pétés, un peu déséquilibrés, mais en fait, s'il y en a énormément, finalement, ça s'équilibre. La boîte sera en plus de ça magnétique, une partie de la boîte sera magnétique, puisqu'elle vous permettra de contenir une partie du matériel, mais également la partie de l'académie, puisque vous aurez, en plus des maps que j'ai présentées tout à l'heure, notamment à travers celle de Gulliver, une phase de voyage dans les fictions d'autres fables,
d'autres comptes, et une phase d'académie, donc à l'école, où vous serez amené à acquérir des compétences, à apprendre de nouvelles choses. Voilà, un peu plus d'aperçu de matériel de chacun des personnages avec leurs miniatures, leurs différentes compétences, leurs cartes de base. Donc globalement, c'est assez joliment réalisé, même si on peut trouver ça un peu étrange de voir ces personnages sous les traits d'étudiants avant de devenir véritablement des héros de conte. On vous présente aussi un petit peu les différentes spécificités de chacun de ces personnages. Par exemple, le petit chaperon rouge qui peut se déplacer plus rapidement, qui peut aussi attirer les ennemis grâce à son panier, qui peut déposer des pièges également, alors que Alice, elle, peut manipuler le temps. Elle peut aussi copier des cartes pour les jouer à plusieurs reprises. Paul, lui, est un gros bourrin, apparemment. Il peut même, comment dirais-je, modifier les tuiles d'emplacement, les paysages plus ou moins. Et puis enfin, Robin des Bois, qui lui est spécialisé dans les attaques à distance et la gestion de l'argent. Allez savoir. D'accord, parce que plusieurs de ces cartes peuvent être, comment dirais-je, améliorées via une dépense d'argent. Donc, il a tout intérêt d'avoir un pouvoir qui lui permet de gagner de l'argent plus facilement que les autres, par exemple. On a actuellement 5 aventures, donc 5 mondes fictifs que vous pourrez explorer, comme tout à l'heure celui de Gulliver. Là, c'est le matériel que vous aurez sorti de la boîte de Gulliver. Chacun de ces livres, en fait, sont des boîtes à l'intérieur desquelles vous trouverez le matériel pour l'aventure en question. Donc, il y aura Gulliver, il y aura le livre de la jungle, il y aura l'Odyssée, et les deux autres, je ne vois pas les titres pour l'instant, mais peut-être qu'on les verra un peu plus bas. Voilà, donc, on vous parle de comment dirais-je, améliorer votre personnage via cet arbre de compétences. Ensuite, on vous parle un peu de craft avec donc des ajouts sur les cartes pour gagner des upgrades et donc ajouter des nouvelles fonctionnalités à chacune de vos cartes, de travailler en équipe ou non, parce que ce n'est pas forcément une nécessité, de partir accomplir des quêtes. Il y aura un petit côté puzzle également que je n'ai pas décrit, mais je n'entre pas trop dans les détails. Et à la fin, c'est celui, bien évidemment, qui aura gagné le plus de points de meilleures notes. Si on parle de grade points, donc des points de test, de contrôle, d'examen, si vous voulez, qui l'emportera et sera le valedictorian. Voilà pour ce qui est de Legend Academy. Ah, voilà les 5 livres, donc le livre de la jungle, l'Odyssée, Treasure Island, donc l'île au trésor, et le magicien d'Oz. D'accord. Voilà, donc tous les commentaires ont l'air d'être relativement unanimes pour dire que le jeu est vraiment super, super sympa. À voir. Je crois qu'on peut le tester, oui c'est le cas, sur Tabletop Simulator. Pour ceux d'entre vous qui voudraient l'essayer, vous pouvez le faire. Pour le shipping, les frais de port, à chaque fois que j'arrive ici, la page saute. Europe, on est sur du 15 à 20 $. Canada, 15 à 20 $ également. Et pour nous, on est certainement dans le rest of the world. Donc, 35 à 40, c'est beaucoup plus cher. Donc, pour nous, il faudrait vraiment essayer de faire un groupe pledge, un pledge groupé à 4 personnes pour diminuer les frais de port. Mais même si le projet m'intéresse beaucoup, je doute que ça suffise à me faire baquer. Je ne suis pas hypé par le projet. Je trouve ça très intriguant, très intéressant. Certainement assez fun à jouer. Mais bon, je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne m'attire pas suffisamment. Peut-être aussi l'univers, tout simplement. Même si j'aimerais beaucoup l'essayer pour le card drafting, notamment, en plus du deck building et de la symétrie des personnages. Donc pourquoi pas essayer maintenant que je suis en vacances via Tabletop Simulator ou Tabletopia, j'ai oublié, pour prendre une décision. Pour l'instant, je serais plutôt enclin à dire non, mais malgré tout, très intéressant. Autre gros projet cette semaine. Et si je devais choisir un coup de cœur cette semaine, ce serait certainement Arivia. Alors, c'est pas un coup de cœur avec un enthousiasme énorme, mais je pense qu'il le mérite malgré tout. Alors, le premier point que vous pouvez noter ici, c'est que le financement n'est pas encore atteint pour la simple et bonne raison qu'ils ont fixé un seuil de financement énorme à 720 000 $. Alors, est-ce que c'est vraiment le seuil dont ils ont vraiment besoin, le seuil qu'ils estiment être nécessaire d'atteindre pour vraiment financer et rentrer dans leurs frais, ou est-ce qu'il y a une stratégie quelque part derrière? Je ne sais pas. Je pense que vraiment, ils estiment que
pour le jeu qu'ils ont créé, le nombre d'heures qu'ils ont passé derrière, la production, ce que ça va coûter, j'imagine qu'ils ont fixé une somme qui leur permet de rentrer à peu près dans leurs frais. Et cette somme est très, très conséquente. Et ça nous amène à réfléchir un petit peu sur les objectifs de financement qu'on a l'habitude de voir sur Kickstarter ou sur GameFund, qui sont généralement beaucoup plus bas que ça, pour lancer une dynamique, pour voir cette barre de financement évoluer très rapidement au fur et à mesure de la campagne, et l'exploser, et passer 300%, 400%, et donner cette impression de dynamique à la campagne. Aridia et Far Off Games, son éditeur, ont pris le pli de faire autrement et ça leur réussit plutôt très très bien puisqu'ils sont déjà presque à 5000 contributeurs à 25 jours de la fin de la campagne. Aridia, comme vous pouvez le voir déjà un petit peu ici, c'est un monde d'epic fantasy qui vous propose en fait un monde ouvert. À vous de l'explorer selon votre bon vouloir, même s'il y a une notion de campagne. C'est un jeu de coop dans un monde de fantasy, avec un vrai aspect aussi de RPG, et également une vraie dimension de personnalisation des différents persos que vous allez pouvoir incarner. Sachez également que toutes les miniatures seront pré-peintes, et ça va avoir un impact sur le prix du jeu. Rentrons un petit peu plus dans les détails. Il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez bien sûr y jouer en solo, pour 1 à 40 heures. Alors bien sûr, ce n'est pas pour une partie. En fait, une partie dure entre 60 et 120 minutes, 1 à 2 heures. Mais vous en avez pour 40 heures de campagne, pour 14 ans et plus. Alors, je vous parle de campagne. Campagne, me diriez-vous? Oui, campagne, je vous dis. Mais campagne renouvelable. C'est un legacy, certes, mais c'est ce qu'on appelle depuis quelques années, enfin depuis quelques mois plutôt, un green legacy, un legacy vert. C'est un legacy que vous n'allez pas détruire. Vous n'allez rien détruire. Et ce legacy est totalement, comment dirais-je en français, resetable. Vous pouvez le remettre à zéro, en fait. Vous pouvez rebooter, redémarrer une campagne de zéro si ça vous chante après l'avoir terminée, ou parce que vous estimez que vous aimeriez recommencer parce que ça fait 5 mois que vous ne l'avez pas touché et que vous voudriez repartir sur de nouvelles bases. Donc, un Green Legacy. Alors, toutes ces miniatures pré-peintes. Vous voyez, c'est des petits coffres, hein. Ce sont des coffres de loot. Et oui, vous allez vraiment ouvrir des coffres avec du loot dedans. Alors, c'est le créateur de ce petit jeu que vous connaissez peut-être, petit jeu qui n'en est pas vraiment un, parce que vous pouvez voir tous ces prix qu'il a reçus via BGG. C'est le jeu qui s'appelle Ja, si j'ai bien compris que la prononciation était Ja, ou Xia, si vous prononcez comme vous le souhaitez après tout. Un jeu qui est à 7.9 sur BGG, donc très bien noté. Même auteur, sauf qu'ici c'était du sci-fi dans l'espace avec des vaisseaux. Et ici, on part sur complètement autre chose, on part sur du RPG un peu epic fantasy. Alors, maintenant, un autre truc très intéressant que vous pouvez voir ici, c'est que bien sûr, comme beaucoup de RPG, vous aurez plusieurs classes, comment dire, pas des factions, mais vraiment plusieurs classes, hein, le bourrin, le healer, donc le guérisseur, le stratège, etc. Donc plusieurs paths, comme ici ils le disent en anglais, donc plusieurs chemins disponibles qui orienteront votre gameplay de votre personnage. Et un truc super sympa, c'est la modularité des miniatures, puisque vous pourrez aller changer la tête, enfin vous pourrez aller ajouter la tête que vous souhaitez sur le corps qui correspond au choix que vous avez fait au niveau du chemin de personnage. Donc, vous pouvez aller accoler cette tête de personnage sur un archer, sur un guerrier, sur un guérisseur. Et ça, c'est plutôt sympa pour aller personnaliser un peu votre aventure. Vous allez explorer un monde ouvert en retournant des tuiles sur un plateau à double épaisseur. Alors, je me demande un peu comment il a fait pour retirer cette... Oui, d'accord, il faut pousser sur un côté pour faire dépasser l'autre bord. OK. Vous allez découvrir des lieux, comme des maisons, que vous pourrez ensuite découvrir à l'intérieur en révélant un plateau supplémentaire qui dévoile donc, les pièces à l'intérieur. Vous pourrez interagir avec des personnes qui s'y trouvent, par exemple, comme vous pouvez voir ici, discuter avec des personnages qui vous donneront des informations pour aller vous diriger vers d'autres lieux. Ensuite, vous aurez des événements inopportuns qui viendront agrémenter votre aventure, des différents points d'intérêt à aller visiter pour trouver du loot notamment. Vous aurez bien évidemment des monstres à aller affronter, des loots, donc des trésors à aller découvrir dans des véritables petits coffres.
Vous aurez des tableaux de joueurs individuels double épaisseur également, puisque vous pourrez aller ajouter du matériel sur chacune de vos épaules, un casque, un plastron, etc., une ceinture. Vous aurez aussi des armes dans chacune de vos mains potentiellement, et vous aurez donc la possibilité d'intégrer des armes sur chacun des emplacements en question. Le setup, la mise en place est également très très simple, et de par la sauvegarde sera également très simplifiée. Vous le voyez ici, vous sortez les plateaux tels que vous les avez laissés à la fin de votre précédente session de jeu, vous la relancez, enfin vous la remettez dans la boîte telle qu'elle et vous la ressortez pour la prochaine session. Donc tout ça est très bien pensé pour une méthode de sauvegarde assez simple et très rapide en termes d'installation. Petit point négatif que je trouve au niveau des plateaux individuels, l'artwork de manière générale est très agréable, très joli, la direction artistique est très soignée, mais je trouve les plateaux individuels un tout petit peu austères, un petit peu froids, malgré l'effort au niveau des couleurs. Vous avez ici les différents chemins qui vous sont proposés en début d'aventure. Donc en fait, quel sera votre type de personnage? Donc les guerriers, bien évidemment, le Path of Shadow, donc le chemin de l'ombre qui propose des personnages plus furtifs, des voleurs qui n'ont aucun honneur. Ensuite, le Path of Light, là, c'est plutôt des guérisseurs. Et puis, finalement, le Path of Wandering, comment on pourrait appeler ça en français? Le chemin de... je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, le chemin des petits pédestres. Les petits pédestres. Bref, qui sont plutôt, eux, centrés sur l'harmonie et, j'imagine, les attaques à distance avec leurs arcs. On reparle à nouveau de monde ouvert, avec une carte, avec la fonction de voyage, les différentes localisations, la façon d'explorer des lieux, d'entrer à l'intérieur de bâtiments, de souterrains pour aller combattre des adversaires. Les combats qui vont utiliser bien sûr des dés. Vous allez pouvoir utiliser certains petits jetons sur vos armes pour ajouter des bonus en plus de votre jet de dés. Et à partir de ça, vous pourrez aller effectuer des points d'impact que vous voyez sur les cartes des adversaires, des points d'impact et des points faibles également. Donc, mécanisme de combat assez intéressant, assez intriguant avec ce bonus que vous pouvez ajouter sur votre arme pour aller infliger plus de dégâts, éventuellement faire des combos qui vous permettent d'atteindre tous les points de faiblesse en même temps ou pas, etc. Assez intéressant cette mécanique de combat. Est-ce que c'est tout? J'ai l'impression que j'ai à peu près fait le tour. Il me semble, il y a un threat system, un système de menace aussi, plutôt pour la phase de combat des adversaires. Les attaques de monstres, les tours de monstres, ouais, on présente en détail, c'est vraiment très détaillé, les phases de combat, les phases de gameplay, en fait, tout simplement. Vous avez aussi une petite explication de la progression de vos personnages, comment les faire progresser avec les différents jetons d'XP qui vont venir s'intégrer à votre plateau à double épaisseur qui vous permettront d'obtenir plus de compétences, de points de vie, etc. Petit aperçu du matériel que vous pourrez ajouter à votre personnage, bien évidemment. Pas mal de roleplay aussi. Je l'ai dit au début, hein, c'est aussi du RPG, mais dans le plus pur sens du terme, il y aura des choix purement narratifs à effectuer au cours de votre campagne. Ça, après, c'est vrai que le côté RPG, on aime ou on n'aime pas. J'ai essayé les RPG autour d'une table, donc vraiment le jeu de rôle, assez récemment en fait. Hein. Je ne m'étais jamais mis jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. On avait essayé avec Xavier et d'autres amis. Et bon, je ne suis pas hyper fan pour l'instant, ou peut-être que je n'ai pas une expérience optimale, je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé ça fantastique. Je préfère quand il y a vraiment du matériel. Ça peut être du coup un bon compromis qu'est Aridia ici. À voir. D'ailleurs, il y aura aussi une mécanique de roleplay points, avec à chacun son tour, on incarne le guide qui assume, non, qui... D'accord, oui, qui prendra en fait le rôle de chacun des personnages que vous serez amené à rencontrer au fur et à mesure de votre aventure. Et lorsque vous incarnerez les personnages en question, en tant que guide de l'aventure, vous gagnerez des RP, donc des points de roleplay. J'ai aucune idée de l'intérêt que ça peut avoir dans l'aventure. Mais bon, bref.
Il y aura également des secrets, mais bien entendu, ils vous disent « on ne va pas vous les dévoiler, sinon ce ne sera pas des secrets ». Bref, passons au niveau de pledge. Et c'est là que ça va commencer à faire un petit peu mal. Bon, vous avez vu, il y a une pléthore de matériel, il y a des miniatures, elles sont prépeintes avec des têtes que vous pouvez aller ajuster sur les différents corps de votre choix pour aller vraiment pousser la personnalisation du jeu. Et du coup, tout ça vient justifier un prix de base assez costaud. On est sur un pledge à 165 $. Ceci dit, si le jeu arrive en magasin, il vous en coûtera 240 $. Donc, si vous voulez mettre la main sur le jeu, c'est probablement la meilleure occasion que vous avez de le faire, puisque vous aurez quand même une ristourne de 75 $. C'est pas rien, même s'il y a les frais de port qui s'ajoutent par-dessus, vous êtes quand même en situation d'économiser de l'argent. Sachant que pour l'instant, on a donc 4 factions, 4 chemins, mais que 2 autres vont certainement être ajoutés très prochainement. De même, 4 nouvelles têtes également pour plus de personnalisation. 300 cartes de lieux de différentes tailles, 50 miniatures prépeintes. Il y en a quand même du matos, donc ça vient justifier quand même pas mal le prix. 900 cartes, 200 d'événements, 30 de voyages, 100 pour les personnages non-joueurs, 30 cartes de menaces, etc. Je ne vais pas vous faire la revue de toutes les cartes, mais il y a énormément de matériel. Je pense qu'ils essayent en partie de justifier le prix assez élevé de ce jeu. Petit truc supplémentaire, il y a assez peu d'exclusivité à Kickstarter, mais il y en a une. Il s'agit de cette petite extension Epic Hunt. Et ils le disent eux-mêmes, elle n'est vraiment pas nécessaire. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller chercher cette extension supplémentaire. C'est juste pour avoir une petite exclusivité Kickstarter en plus de la ristourne de 75 $. Mais elle n'est pas franchement nécessaire à en croire les dires des créateurs eux-mêmes. On vous dit clairement qu'avec les 75 $ en moins, ce sera le meilleur prix que vous pourrez trouver. Et je veux bien le croire. De toute façon, même sur le marché d'occasion, à mon avis, ce jeu ne perdra pas de sa valeur. Il va rester très cher. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de l'obtenir à un prix un peu plus raisonnable. Vous l'obtiendrez bien évidemment plus tôt que les autres. Ça, c'est assez logique également. C'est à peu près tout. Passons au shipping. Les frais de port pour l'Europe. Alors, là aussi, joli geste. En plus des 75 $ d'économie que vous pourrez faire sur le pledge de Kickstarter, Far Off Games a décidé de prendre un peu sur soi et de réduire pour chacune des zones du monde de 20 $ les frais de port. Donc, en gros, on est sur une fourchette de 44 à 70 $ de frais de port pour l'Europe, moins 20 $ qu'ils prennent pour eux, et donc 24 à 50 $. Vu la quantité de matériel, ça se tient. Voilà pour Aridia, il vous reste 25 jours et demain ou après-demain, on devrait atteindre certainement le seuil de financement. On continue sur le dernier projet de la journée. Il s'agit de Lands of Galzyr. Mais avant de passer à Lands of Galzyr, j'en perds ma voix après 2 heures, enfin après je ne sais pas encore, mais j'imagine. Petit point de retour sur le jeu précédent, à savoir Aridia, puisque je n'avais pas dit qu'il n'y avait pas de version française, donc soyez quand même avertis, il n'y a pas de version française, en tout cas pour l'instant, sur cette campagne. En revanche, Lands of Galzyr, il y a une version française. C'est présenté ici. Alors, Lands of Galzyr, c'est un nouveau jeu de chez Snowdale Design, et vous connaissez certainement son auteur, puisque c'est l'auteur de Dale of Merchants, autrement connu dans nos contrées en français, sous le nom de La Vallée des Marchands, avec donc son jeu de base et ses 2 extensions qui ont suivi. La Vallée des Marchands, qui est donc un jeu de deck building, et Lands of Galzyr vient se placer dans le même univers. Donc vous y retrouverez bien évidemment les mêmes animaux anthropomorphes. C'est très à la mode depuis quelques années. Ceci dit, Lands of Galzyr, j'ai du mal à prononcer ce jeu, se propose d'être une expérience tout à fait différente. Ce n'est pas du tout le deck building qui était la Vallée des Marchands. Ici, on part sur un jeu très narratif, une aventure narrative dans un monde ouvert, un peu comme Aridia d'ailleurs, et avec un mécanisme de sauvegarde, un peu comme Aridia d'ailleurs. Tout vient par série, hein. J'ai l'impression. Les légumes, les open world, les animaux anthropomorphes, les jeux d'open world et les mécanismes de sauvegarde. Bon, on est sur des séries. Bref, ça devrait vous intéresser puisqu'on a le jeu en version française disponible. Alors,
Cette fois-ci, je vous l'ai dit, il s'agit d'un monde en open world avec un plateau double face, un en hiver, un en printemps-été, on va dire, avec un jeu d'aventure coop ou compétitif. Les deux sont disponibles avec beaucoup de jets de dés de compétences, un peu comme dans les RPG, des choix narratifs à l'appel, apparemment, des pouvoirs uniques selon le joueur, le personnage que vous allez incarner, et puis un petit peu de tableau building également. Comme vous pouvez le voir, le jeu est jouable en solo également, et il l'est de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 150 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus. Alors, on est sur un monde toujours aussi charmant visuellement parlant, ça vous connaissez, hein, pour ceux qui ont déjà joué à la Vallée des Marchands, les illustrations sont très choupies. On vous dit ici pourquoi baquer. Alors, pour faire partie de l'aventure. Ouais, bon, ça, on s'en fout un peu. Pour avoir un super prix groupé. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Et pour avoir le jeu en premier. Bon, c'est plus ou moins intéressant. L'avantage de GameFound, c'est qu'on part directement dans le dur avec souvent les pledges d'entrée de jeu. Là, vous en avez deux pour le moment. Vous avez le jeu de base à 70 € ou vous avez l'édition Deluxe qui vous donne en plus de l'édition de base un tapis de dés, des sleeves, donc des pochettes, protection de vos cartes, une soundtrack, donc une piste audio pour jouer, pour écouter en même temps que vous jouez, pour vous plonger, pour vous immerger dans l'univers de Galzir, un journal d'aventure dans lequel vous pourrez prendre des notes, c'est un petit peu d'ailleurs un système de sauvegarde à part entière, un set de dés supplémentaires, et puis le playmat qui vient remplacer le plateau de jeu. Alors, ensuite, les stretch goals, pour l'instant, on en a débloqué 5 sur 7 pour l'instant. C'est plus d'histoire, une soundtrack plus longue, de nouvelles illustrations. Ok, rien de très folichon pour l'instant, mais ça va venir. Alors, dans le jeu de base, vous aurez donc 4 petits animaux anthropomorphes que vous pourrez donc choisir pour incarner votre personnage. Ensuite, chacun d'entre eux aura un plateau individuel avec une légère peut-être dimension asymétrique. Oui, légère dimension asymétrique. On voit ici Scholar Dive, Fight Streetwise, Booster Unfold, et là c'est un peu trop loin, Explorer, et je vois pas le dernier. Et puis vous voyez ici aussi une petite roue que vous pourrez aller upgrader au fur et à mesure avec 6 capacités, donc une pour chaque couleur, que vous pourrez augmenter visuellement sur votre plateau individuel, ce qui est plutôt bien pensé, avec ces petits bouts de plastique très chatoyants. Des dés, bien évidemment, 480 cartes au total, avec des compagnons, des quêtes, des aventures, des items, des local status, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, des événements encore, des événements qui viennent impacter le lieu, peut-être selon la saison. Ensuite, on aura des card trays, donc des inserts pour contenir les cartes, des diviseurs aussi, des séparateurs plutôt, je devrais dire, des diviseurs, des séparateurs de decks, tout un tas de matériel. Là, le matériel en plus pour l'édition Deluxe, je l'ai déjà présenté. Par contre, bon, il ne faudra pas être réticent aux applications. On a un book, un livre d'aventure, mais ce livre d'aventure n'a pas de forme physique puisqu'il aurait trop d'entrées, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça nécessiterait également d'imprimer, donc ce n'est pas très bon pour l'écologie, etc., etc. Donc, le book d'Adventures, le livre d'aventure, se trouve sur une appli dédiée. Et donc, il vous faut aussi une tablette. Donc, si vous n'en avez pas, il va falloir certainement penser à investir. Parce que là, sur un smartphone, ça risque d'être très petit. Et c'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir choisir certains choix narratifs qui vous orienteront sur votre chemin. Ensuite, on vous présente rapidement chacun des aventuriers que vous pourrez être amenés à contrôler avec leurs spécificités. Un petit aperçu du gameplay avec les jets de compétences, avec les dés bien sûr, avec pour chaque dé une couleur qui vient
se rapporter aux couleurs présentes sur les tableaux individuels, sur les plateaux individuels plutôt. Vous avez déjà le livret de règles en disposition en PDF, quelques critiques de jeux qui en parlent généralement de très belle manière, très dithyrambique, dirais-je. Alors, juste pour les frais de port. Les frais de port sur l'Union européenne, on est sur du 15 à 20 $ pour la version de base, la version de base, et 20 à 25 $ pour la version de Deluxe. En termes de, comment dirais-je, de frais de port par rapport à la quantité de matériel, c'est vrai que la Deluxe est tentante. D'un autre côté, ce qu'elle contient n'est pas forcément hyper nécessaire non plus. Donc, moi, je serais plutôt tenté par le jeu de base, même si je peux comprendre qu'un bon complétionniste comme Xavier, par exemple, serait plutôt tenté par l'édition Deluxe. Mais Xavier, en ce moment, il est un peu en overdose de KS. Il ne back plus rien pour l'instant. C'est à peu près tout pour Lands of Galzyr et j'ai enfin fini cette vidéo. Je crois que je vais battre un record. On est sur 2 semaines consécutives avec beaucoup de nouveaux projets. J'ai peut-être un peu trop parlé des projets en mention honorable. Peut-être que je vais devoir faire pas mal de cuts pour couper un peu dans le vif. Et puis, essayer de m'en tenir à 2 heures. On verra. En tout cas, vous continuez à être de plus en plus nombreux. J'espère que vous commenterez aussi en plus grand nombre à l'avenir, même si maintenant on a 2-3 commentaires parfois. Ça commence à être un peu plus sympa. On va bientôt atteindre les 100, j'allais dire les 100 backers, les 100 contributeurs, mais non, pas du tout. Juste les 100 abonnés à la chaîne. Donc, continuez comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui encore. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour le menu crowdfunding et peut-être pour d'autres choses, puisque ça y est, je suis en vacances depuis aujourd'hui. Donc, dans les jours à venir, je vais essayer de faire 2-3 autres vidéos qui seront postées au fur et à mesure, égrenées, jusqu'au retour de Xavier, qui actuellement est en France et qui donc ne branle rien. Oups, on va censurer ça. Allez, encore une fois, merci à tous et à la prochaine.